Toujours dans ce petit appartement exigu. Mon oncle Harry. Puis, la fiancée de mon cousin a remarqué ma montre, l'a cherchée sur Internet, et a découvert qu'elle coûtait plus cher que son revenu annuel. La table est devenue glaciale après ça. J'ai 32 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte, à être traité comme la déception de la famille. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je n'avais pas suivi le plan. Leur plan. Je n'ai pas accepté l'emploi de bureau sûr, que mon père voulait que je postule après l'université. Je ne me suis pas marié jeune, je n'ai pas acheté de maison en banlieue, et je ne me suis pas installé dans ce qu'ils appellent une vraie vie. Au lieu de cela, j'ai emménagé dans un minuscule appartement en ville, avec des planchers qui grincent et des murs fins, où j'ai bâti une start-up technologique depuis mon salon. Personne dans ma famille ne comprenait cela, et personne ne s'en souciait. Pendant des années, j'ai été la blague de service, le type qui s'amuse avec des ordinateurs, et qui mange des nouilles instantanées tous les soirs. Celui qui a manqué Thanksgiving, il y a 3 ans, parce que je présentais mon projet à des investisseurs, et dont on n'a jamais fini d'entendre parler. Pour eux, je ne poursuivais pas un rêve. Je fuyais simplement la réalité. Le fait est que l'appartement ne m'a jamais vraiment dérangé. Oui, il était petit, mais il était à moi. J'étais tellement absorbé par la construction de quelque chose en quoi je croyais, que je faisais abstraction des remarques sarcastiques lors des réunions de famille. Du moins, j'essayais. Ma mère commençait toujours la conversation avec un sourire forcé, et un ton tendu, « Alors, tu fais toujours ton petit truc sur ordinateur ?» Ma sœur Rachel, qui a épousé un directeur régional de banque, et qui adorait le faire savoir à tout le monde, secouait la tête, comme si j'étais un chiot errant refusant d'être dressé. Mais le pire, c'était mon oncle Doug, le frère aîné de mon père. Il avait cette mentalité de la vieille école, du genre l'argent parle, tout le reste n'est que du bruit. Il dirigeait une entreprise de construction, et adorait parler de la façon dont il avait bâti quelque chose de ses propres mains, contrairement à ces milléniaux fragiles, avec leurs écrans et leurs applications. Alors, quand mon cousin Brett, le garçon en or de Doug, s'est fiancé, je m'attendais au scénario habituel, un dîner chic dans une pizzeria hors de prix, des conversations gênantes, des faux sourires. Je n'étais pas vraiment proche de Brett. Il avait suivi le manuel de la famille à la lettre, un diplôme en commerce, un emploi dans l'entreprise familiale, une voiture de location Tapa accent Graveleuil, la totale. Sa fiancée, Claire, était une de ces influenceuses fitness sur Instagram, qui s'exprimait en hashtag. Je savais qui allait signifierait endurer le barrage habituel de piques passives-agressives, et de regards suffisants, de la part de proches qui pensaient encore, que je vivais d'un chèque de paie à l'autre. Mais j'y suis allé quand même. Non pas pour prouver quoi que ce soit, du moins c'est ce que je me disais, mais parce qu'une part de moi, s'accrochait encore à l'espoir, qu'il me traiterait peut-être différemment maintenant. Mon entreprise avait enfin commencé à générer de vrais profits, et je venais de conclure un accord de licence à 6 chiffres. Je ne l'avais encore dit à personne dans la famille. Non pas parce que je voulais m'en vanter, mais parce que je ne pensais pas que cela les intéresserait. Malgré tout, je me suis dit, pourquoi ne pas y aller et voir ? Le dîner avait lieu dans un restaurant prétentieux du centre-ville, avec des banquettes en velours, et des salades à 28 €. Je suis arrivé à l'heure, vêtu d'un blazer sombre et d'un pantalon habillé. Rien d'extravagant, juste propre et simple. Je portais la seule folie que je m'étais offerte, lorsque le contrat avait été signé, une montre Patek Philippe. Elle était discrète, mais élégante. Le genre de choses que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas, à moins de s'y connaître en montre. Je me disais que personne dans ma famille ne le remarquerait, ou ne s'en soucierait. Je me trompais. Dès l'instant où je suis entré, l'oncle Doug m'a lancé son aboiement de rire caractéristique, et m'a tapé dans le dos un peu trop fort. Toujours dans ce petit appartement exigu, Adam ? A-t-il lancé, d'une voix assez forte pour que quelques personnes aux tables voisines tournent la tête. Mais c'est douillet quand les rats te bordent la nuit, hein. J'ai forcé un petit rire. Ce n'est pas si mal. Le loyer n'est pas cher, et je suis en plein centre-ville. Doug a eu un sourire narquois, et a secoué la tête. Tu préfères jeter l'argent par les fenêtres dans un loyer, plutôt que de te constituer un capital, mon gars. Ton père aurait dû te remettre les idées en place. Tout le monde a ri. Même mon père a esquissé un de ces sourires douloureux qui disait « Ne fais pas de scandale ». J'ai mordu ma langue, et j'ai pris place près du bout de la table. En face de moi se trouvait Brett, et sa fiancée Claire,
qui a à peine levé les yeux de son téléphone, jusqu'à ce que les amuse-bouches arrivent. Je suis resté assis tranquillement, sirotant de l'eau, et laissant les conversations couler autour de moi. Rachel parlant des frais de scolarité de l'école privée, Doug se vantant d'une nouvelle affaire immobilière, Brett montrant les photos de leurs fiançailles à Bali. Puis, quelque part entre les entrées et le plat principal, c'est arrivé. Claire s'est penchée un peu en avant, plissant les yeux. Et, a-t-elle dit, en pointant du doigt d'un air détaché. C'est une Patek ? J'ai cligné des yeux. Ouais. Surpris que tu connaisses. Elle a laissé échapper un petit rire. J'ai fait un partenariat avec une marque de montres de luxe l'année dernière. J'ai appris 2 ou 3 choses. Elle a fait une pause. Ce n'est pas un modèle de base. J'ai haussé les épaules, soudainement conscient que tous les regards de la table étaient braqués sur moi. Elle a incliné la tête, a soulevé son téléphone sous la table, et j'ai presque pu sentir ses doigts taper sur Google. Une seconde plus tard, son sourire a complètement disparu, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle m'a regardé à nouveau, puis Brett, puis le reste de la table. Cette montre coûte plus cher que notre lune de miel, a-t-elle déclaré, sans essayer d'être discrète. Et de beaucoup. La table est devenue silencieuse. L'oncle Doug s'est arrêté de mâcher en plein milieu de sa bouchée. Le verre de vin de Rachel s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Mon père s'est agité sur son siège. Personne n'a dit un mot. Et juste comme ça, en un seul instant, la dynamique a changé. Non pas parce que j'avais une montre de luxe au poignet, mais parce que, pour la première fois, il réalisait que quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement le type fauché des ordinateurs. Je ne m'en suis pas vanté. Je n'ai pas souri d'un air suffisant. Je me suis juste adossé à ma chaise, et j'ai regardé le silence se propager comme une traînée de poudre. Et ça. Ce n'était que le début. Le silence n'a pas duré longtemps. L'oncle Doug n'était pas du genre à laisser quelqu'un d'autre avoir le dernier mot, et surtout pas quelqu'un qu'il avait passé la dernière décennie à moquer. Il s'est adossé à sa chaise, essayant d'en rire, bien que sa voix soit un peu trop tranchante. « Eh bien, regarde-toi » a-t-il lancé. Je ne savais pas que le travail de geek payait en or ces jours-ci. Il a fait un geste vers mon poignet, comme s'il s'agissait d'une sorte d'offense. Ça doit être un cadeau, non? Ou peut-être une contrefaçon. Je lui ai souri poliment. Non, je l'ai acheté moi-même. Claire n'avait toujours pas détourné le regard de l'écran de son téléphone. Son pouce faisait défiler la page lentement, comme si elle essayait de confirmer quelque chose. Brett s'est penché, et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, mais elle a à peine réagi. Elle a juste secoué imperceptiblement la tête, et m'a lancé un nouveau regard, cette fois avec une expression étrange et calculatrice. Je pouvais déjà le voir, le récit dans son esprit était en train de changer, et elle ne savait pas encore si cela lui plaisait. Le dîner a repris, en quelque sorte. L'ambiance avait changé, de façon subtile mais perceptible. Rachel a lancé une nouvelle conversation sur les maisons de vacances, soulignant bruyamment comment son mari venait de leur acheter une petite escapade à Aspen. Son ton était mielleux, mais j'en percevais le côté tranchant. C'était sa façon de réclamer l'attention. Du Rachel tout craché. Elle avait toujours eu un 6e sens, pour détecter quand quelqu'un d'autre obtenait plus que sa part d'attention. Ma mère n'a pas dit grand-chose, mais je l'ai vue jeter quelques regards dans ma direction, l'air confuse. Je ne lui avais pas parlé de la montre, ni du contrat, ni de rien de tout ça. Elle supposait probablement que je galérais toujours, l'appelant encore une fois par mois, pour lui demander des restes de recettes, ou des nouvelles de parents éloignés, dont je me souvenais à peine. Je ne lui en tenais pas rigueur, mais il était clair qu'elle ne savait pas comment concilier ce qu'elle voyait avec l'image qu'elle avait de moi, dans sa tête. Doug n'en avait pas fini pour autant. Bien sûr que non. Quand le dessert est arrivé, il a tapé sa fourchette contre son verre de vin, et a élevé la voix pour s'adresser à toute la table. Vous savez, a-t-il dit en ricanant dans ma direction, nous devrions tous prendre un moment, pour célébrer Adam ici présent, qui s'est offert une montre de luxe. Ça doit vouloir dire que la start-up de nouilles instantanées a fini par payer. Quelques personnes ont ricané. Mon père a esquissé un sourire crispé. J'ai gardé un visage de marbre, sans rien dire. Je le sentais venir. Il ne se moquait plus simplement de moi. Il se sentait menacé. Et quand les gens comme Doug se sentent menacés, ils passent à l'attaque.
Je veux dire, qu'il aurait cru, a poursuivi Doug. Qu'après toutes ces années à vivre au crochet des autres, dans ce petit appartement boîte à chaussures, tu en sortirais avec quelque chose qui vaut plus que ta voiture? Tu conduis toujours cette vieille guimbarde, d'ailleurs? En fait, je l'ai vendue, ai-je répondu avec désinvolture, en tendant la main vers mon café. Je n'en avais plus vraiment besoin. Cela a fait lever quelques sourcils. Brett a demandé, attends, pas de voiture? Comment tu te déplaces? J'ai marqué une pause, et j'ai légèrement haussé les épaules. Chauffeur? Claire a failli s'étouffer avec son eau gazeuse. Attends, tu as un chauffeur? C'était la première réaction sincère, que j'obtenais de toute la table. Tout le monde a soudainement semblé très attentif. Pas à plein temps, ai-je ajouté. Juste quand j'ai des réunions, ou quand je prends l'avion pour le travail, ce qui arrive souvent ces derniers temps. Rachel a un peu élevé la voix. Depuis quand prends-tu l'avion pour le travail? Avant que je puisse répondre, Doug rit à nouveau, mais ce n'était plus le même genre de rire. C'était amer. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on est censé croire? Que tu traverses le pays en jet maintenant? Que fais-tu exactement, déjà? Tu vends des applications ou des NFT ou je ne sais quoi. Je pouvais voir les yeux de Brett se plisser légèrement. Il savait que je travaillais dans la technologie, mais il n'avait clairement jamais posé de questions auparavant. Claire, en revanche, était pratiquement rayonnante. Elle ne me regardait plus. Elle fixait à nouveau l'écran de son téléphone. Ses doigts bougeaient rapidement, puis elle s'est arrêtée. Sa mâchoire s'est décrochée l'espace d'une seconde. Puis elle a regardé Brett. Bébé, a-t-elle dit doucement. Savais-tu que l'entreprise de ton cousin vient de lever des fonds de série B? Un chiffre à 8 zéros. C'est dans Forbes. C'était le coup de grâce. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était mortel. On aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde me regardait, comme s'il m'avait poussé une deuxième tête. Le visage de l'oncle Doug est devenu plus sombre. Ma mère avait l'air sincèrement abasourdie. Rachel a poussé un soupir de mépris, et son mari a marmonné quelque chose que je n'ai pas saisi. Même mon père clignait des yeux, comme s'il me voyait pour la première fois, depuis des années. Mais Claire n'en avait pas terminé, et elle a tourné son téléphone vers Brett, lui montrant l'écran. Il est le fondateur, le PDG. Cela a rompu le charme. Rachel s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. C'est probablement juste une de ces listes en ligne, a-t-elle dit rapidement. Vous savez, ils publient n'importe qui de nos jours. J'ai lu quelque part, qu'ils inventent la moitié de ces trucs juste pour les clics. Doug s'est redressé sur son siège, en serrant la mâchoire. Même si c'est vrai, a-t-il marmonné. Ça ne veut rien dire. Tu peux jouer à te déguiser autant que tu veux, mais tu restes le même gamin, qui ne pouvait pas s'offrir un billet d'avion pour Thanksgiving, il y a 3 ans. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence s'étirer à nouveau, car au fond de moi, je le sentais. Ils n'étaient plus seulement confus. Ils étaient en colère. Non pas parce que j'avais menti, non pas parce que je m'étais vanté, mais parce que je n'avais pas eu besoin d'eux. Je n'avais pas demandé d'aide. Je n'avais pas joué à leur jeu, ni suivi leur plan. Et d'une manière ou d'une autre, j'y étais arrivé quand même. Et pour des gens comme Doug, ce genre d'indépendance est une insulte. Le reste du dîner s'est déroulé dans un brouillard étrange. Les conversations sont devenues cassantes. Les rires étaient forcés. Ma mère a essayé d'agir normalement, en demandant comment se passait le travail, mais son ton était tendu, comme si elle essayait d'assembler les pièces d'un puzzle, qui n'avait aucun sens. Mon père continuait à siroter son vin, silencieux. Rachel a commencé à parler de la façon dont les influenceurs falsifiaient leur valeur nette en ligne, et comment les gens devaient faire attention à qui ils idolâtraient. Son mari hochait la tête, comme un perroquet. Claire me jetait des regards furtifs. Elle souriait aux choses que je disais, même quand je ne m'adressais pas à elle. Brett l'a remarqué. Doug aussi. Après le dessert, les gens ont commencé à partir. Certains ont offert des étreintes rigides, d'autres juste un bref signe de tête. Rachel ne m'a même pas regardé. Ma mère m'a fait un sourire en demi-teinte, manifestement incertaine de la façon de traiter cette soirée. Et puis, il y avait Doug. Alors qu'il enfilait son manteau, il s'est approché de moi, et s'est penché. Ne laisse pas ça te monter à la tête,
gamin, a-t-il dit doucement. L'argent ne fait pas de toi un membre de cette famille. Je me suis tourné vers lui. Je ne savais pas que j'avais besoin d'une invitation. Sa mâchoire a tressailli, mais il n'a rien ajouté. En sortant dans l'air frais du soir, j'ai levé les yeux vers le ciel, mon souffle formant de la buée devant moi. J'aurais dû me sentir suffisant, triomphant, mais au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Car je savais que ce dîner n'avait été la fin de rien. C'était le commencement, et la véritable tension était encore à venir. Il ne s'était même pas écoulé une semaine, quand la trahison a frappé. J'ai reçu un appel du service des fraudes de ma banque, un mardi matin. J'étais en train de finaliser un contrat de partenariat, avec une entreprise de logiciels de logistique. Un gros contrat. Des mois de préparation. Quand l'appel est arrivé. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de répondre. La femme à l'autre bout du fil avait l'air professionnelle, mais sérieuse. Monsieur Cross, a-t-elle dit. Nous avons signalé une série de tentatives de demande d'accès à votre compte professionnel. De multiples échecs de connexion, puis une tentative réussie, provenant d'un appareil situé dans le Midwest. Nous avons temporairement gelé l'accès. Jusqu'à ce que nous puissions vérifier qu'il ne s'agissait pas de vous. Mon cœur s'est serré. Non, ce n'était pas moi, ai-je répondu rapidement. Je suis à New York. Qui est-ce? Elle m'a expliqué qu'il ne pouvait pas me donner de nom sans une enquête formelle, mais que la personne en question avait deviné mon adresse électronique de récupération et mes questions de sécurité. Ils avaient même essayé de rediriger mon accès à la messagerie électronique, probablement pour intercepter les codes de double authentification. Les seules personnes qui connaissaient ces informations ont l'ancien surnom d'université que j'utilisais autrefois, la rue où j'ai grandi, le nom de mon chien d'enfance faisait partie de ma famille. J'ai raccroché, et je suis resté assis là en silence pendant un moment, mon café refroidissant à côté de moi. Il ne m'a pas fallu longtemps, pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert un dossier partagé sur mon ancien Google Drive personnel. Celui auquel je n'avais pas touché depuis des années, mais que j'avais autrefois utilisé, pour envoyer des fichiers à la famille, à l'époque où j'étais le support technique gratuit de tout l'arbre généalogique. Il contenait quelques PDF inoffensifs, de vieux CV, quelques photos, et un document qui m'a glacé le sang. Une feuille de calcul, la table de capitalisation initiale, et le pitch deck, la présentation, de mon ancienne entreprise. Une version que j'avais supprimée de mes fichiers locaux depuis des lustres, mais que j'avais apparemment téléchargée ici une fois, par accident. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, mais quelqu'un avait fouiné. Le lendemain, j'ai reçu un message sur LinkedIn, d'un gars dont je me souvenais à peine, un business angel, investisseur providentiel, à qui j'avais parlé une fois, il y a un an. Il m'a envoyé un lien vers une nouvelle présentation de start-up, qui était arrivée dans sa boîte de réception, en me demandant si c'était une nouvelle branche de mon entreprise. J'ai cliqué sur le lien, et mon estomac s'est noué. C'était Brett. Brett avait envoyé une version presque identique, de ma présentation originale, à peine modifiée, sous un nouveau nom de start-up. Son nom y figurait en tant que fondateur et PDG. La description du produit correspondait mot pour mot à ce que j'avais construit, le problème à résoudre, la solution, le langage de la marque. Même la police de caractère était la même. Il l'avait volé. Je ne savais même pas par où commencer. Une part de moi était stupéfaite, et l'autre n'était pas surprise du tout. J'ai repensé à ce dîner. Claire, faisant défiler l'écran, lui chuchotant à l'oreille, la tension dans ses yeux, quand elle lui a montré l'article de Forbes. Tout s'expliquait maintenant. Il n'était pas seulement jaloux. Il complotait. Et il ne s'était pas contenté de copier un pitch. Il l'avait soumis au même programme d'accélération, que j'avais suivi 2 ans plus tôt. J'ai appelé un ami qui travaillait au comité de sélection de ce programme. Discrètement, prudemment. Et bien sûr, Brett avait déjà passé le premier tour, sous un nom d'entreprise différent, mais avec un produit qui était une copie conforme. Sa candidature incluait une architecture back-end propriétaire, qui s'est avérée être le système exact que j'avais construit, et protégé par de l'obfuscation de code. Un code que seule une personne, ayant accès à mes sauvegardes JLocal, saurait comment rétro-concevoir. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, mon esprit tournant à toute vitesse. Comment avait-il eu accès à mes fichiers? Et puis, je me suis souvenu du dîner.
Ce moment étrange où Claire avait posé des questions sur ma montre, et l'avait scannée. Les regards insistants. La curiosité soudaine. J'avais laissé mon téléphone sur la table, en allant aux toilettes. Et je n'y avais pas prêté attention. Mais j'avais été imprudent. Un seul mot de passe, une session de navigateur enregistrée, un lien oublié sur mon drive. Et Brett avait eu ce dont il avait besoin. Il ne voulait pas seulement me copier. Il voulait être moi. Cette réalisation a fait plus mal que je ne m'y attendais. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis connecté au portail interne de mon équipe juridique. Je ne voulais pas me lancer directement dans une guerre, mais si je n'agissais pas maintenant, cette situation pourrait dégénérer en quelque chose que je ne pourrais plus contrôler. Avant de cliquer sur Envoyer, j'ai hésité. Parce que sous la rage, il y avait autre chose. De la trahison. Brett était mon cousin, ma famille, le gars avec qui je jouais à la Nintendo, dans le sous-sol de grand-mère. Nous n'étions pas proches, mais nous partagions le même sang. Nous avions partagé des anniversaires, des vacances, des histoires. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me poignarderait dans le dos comme ça. Pas pour voler ce que j'avais construit, pas pour faire semblant de l'avoir mérité. Je me suis souvenu des débuts de mon entreprise, et du fait que tout le monde riait dans mon dos. Lui y compris. Il avait l'habitude d'appeler ça, la Ligue Fantasy pour nerfs d'Adam. Je passais outre, je laissais couler, parce que je me disais, un jour, ils verront. Et maintenant, il avait vu, et au lieu d'être fier, il avait essayé de me le prendre. Je ne pouvais le dire à personne dans la famille. Pas encore. Je savais exactement comment ça se passerait. Il dirait que je réagissais de manière excessive, que Brett n'avait probablement pas de mauvaises intentions, que je devais simplement lui parler, et régler ça en famille. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Et en fixant le modèle de lettre de mise en demeure sur mon écran, je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'un pitch volé. C'était la guerre, et Brett venait de tirer le premier coup. Je n'ai pas envoyé la mise en demeure ce soir-là. J'ai survolé le bouton pendant ce qui m'a semblé être des heures, mon doigt tremblant, mes yeux rivés sur l'écran. Mais quelque chose en moi m'a retenu. C'était peut-être l'épuisement. C'était peut-être le déni. Ou peut-être qu'au fond de moi, je voulais encore croire que ce n'était pas réel. Que Brett avait paniqué, ou s'était laissé emporter. Que je pourrais le confronter et qu'il s'excuserait. Qu'il y aurait un moyen d'arranger les choses. Au lieu de cela, j'ai juste fermé mon ordinateur portable, et je suis resté assis là dans le noir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur le canapé, fixant le plafond, entendant chaque grincement de ce vieil appartement, comme s'il me criait dessus. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son nom dans ma boîte de réception, ou le sourire suffisant de Claire à travers la table, ou Doug se penchant pour me dire que je ne serais jamais l'un des leurs. Le lendemain matin, je savais que j'avais besoin d'espace. Loin de tout ça. Le bruit, le stress, la déception. J'ai éteint mon téléphone, renvoyé mes appels vers la messagerie vocale, et préparé un petit sac. Je suis parti sans le dire à personne. Ni à mes amis, ni à mon assistante, ni même à mes parents. J'ai pris le premier train pour quitter la ville, et je me suis dirigé vers le nord, vers un petit chalet de location que j'avais trouvé des mois plus tôt, mais que je n'avais jamais eu le temps de visiter. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit endroit usé par le temps, avec un poêle à bois, une connexion internet lente, et un lac à l'arrière, qui avait l'air de ne pas avoir vu de nageurs depuis des décennies. Mais c'était calme, et j'avais besoin de calme. Pendant les 2 premiers jours, je n'ai pas ouvert mon ordinateur portable. J'ai à peine regardé mon téléphone. Je suis juste resté assis sur le vieux quai, en sweat à capuche et en jean, regardant les canards nager, et laissant le silence s'étirer. L'air sentait le pain et la terre mouillée. Et pour une fois, personne ne me demandait de résoudre un problème, de présenter une idée, ou d'expliquer ce que je faisais dans la vie. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. Brett n'avait pas seulement volé mon pitch. Il avait pris quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Il avait pris la validation, cette chose pour laquelle j'avais travaillé des années. Le « je vous l'avais bien dit », que je n'avais jamais prononcé, mais dont j'avais toujours rêvé. Il en a fait une blague, un raccourci. Et le pire, c'est qu'il pourrait s'en tirer. J'ai commencé à m'enfoncer.
J'ai imaginé les gros titres, une étoile montante de la tech prise dans un litige de propriété intellectuelle avec un membre de sa famille. La presse se ficherait de savoir qui avait raison. Il publierait l'histoire pour les clics. Les investisseurs paniqueraient. Mon entreprise, mon équipe, seraient ceux qui en souffriraient. Des gens qui m'avaient fait confiance. Des gens qui avaient quitté des emplois stables, pour construire quelque chose avec moi. Et maintenant, leur avenir était lié au mien. Et le mien était lié au vol de Brett. Un matin, je me suis réveillé avec un message vocal de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis le dîner. Sa voix était calme mais sèche. Salut Adam. Je prenais juste des nouvelles. Ta mère a dit que tu étais silencieux ces temps-ci. Écoute, Doug m'a dit quelque chose de bizarre aujourd'hui, à propos de Brett qui lancerait une entreprise. Il a dit que vous travaillez ensemble maintenant. Je suppose que c'est cool si c'est vrai. Mais tu aurais dû nous le dire. Bref, appelle-moi. Appelle. Ma gorge s'est serrée. Travailler ensemble? Doug était déjà en train de réécrire l'histoire. J'étais furieux, mais je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé le site web de la nouvelle entreprise de Brett. Il avait été mis en ligne 2 jours plus tôt. Le logo était étrangement similaire à la maquette que mon designer avait réalisée pour mon lancement initial. Le texte était à peine réécrit. Il y avait même une lettre du fondateur, qu'il avait dû copier directement d'un de mes anciens brouillons de blog sur Medium, sauf qu'il avait remplacé chaque mention de mon nom, de mon histoire, et de ma lutte, par de vagues anecdotes sur une perte personnelle, et une passion pour l'innovation. Il avait même inclus une photo de lui, devant un tableau blanc. J'ai reconnu mon tableau blanc, issu d'une session de brainstorming que j'avais tenue dans mon appartement, l'été dernier. Il avait dû prendre la photo, pendant ce fameux week-end, où il avait dormi sur mon canapé parce que son chauffage était en panne. J'avais eu la gentillesse de le laisser rester, pensant qu'il s'agissait simplement de la famille s'entraidant. Je me suis senti mal. Il n'avait pas seulement copié mon travail. Il l'avait collecté, stocké, sauvegardé comme un charognard, attendant le moment opportun. Et maintenant, il paradait comme le visionnaire, que je m'étais battu pour devenir. C'était le point de rupture. Pendant les 2 jours suivants, je n'ai pas quitté le chalet. Je suis resté éveillé tard, à tout rassembler. Chaque version du pitch deck, chaque vieil email, chaque ligne de code. J'ai traqué les journaux d'accès aux fichiers, les captures d'écran, les eurodatages, les métadonnées, tout ce qui pouvait prouver ce qui m'appartenait. J'ai créé un dossier, je l'ai nommé Trésor de guerre, et je l'ai rempli de preuves. Mais je n'ai toujours pas agi, parce que quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Fini d'essayer de prouver ma valeur, à des gens qui ne m'avaient jamais vu. Fini d'aller à des dîners de famille, où je devais justifier mon existence. Fini de me taire pour maintenir la paix. Et peut-être que je ne voulais pas de vengeance. Pas encore. Ce que je voulais, c'était de la clarté. Ce dont j'avais besoin, c'était de distance. Quand je suis finalement rentré en ville, je ne l'ai dit à personne. Je me suis glissé dans mon appartement comme un fantôme, et je me suis assis par terre, en regardant le lever du soleil filtrer à travers les stores. Ma boîte de réception débordait. Des investisseurs, des journalistes, et même quelques cousins éloignés, qui avaient soudainement entendu parler de l'entreprise, et qui voulaient reprendre contact. Et puis, enfoui sous tout ça, il y avait un email de Brett. Pas d'objet, juste un message d'une ligne, parlons-en, avant que ça ne devienne moche. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il n'espérait pas seulement que j'ignore la situation. Il s'attendait à ce que je le fasse, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Mais cette fois-ci, il avait choisi la mauvaise version de moi. Et je n'allais plus tourner les talons. Au moment où j'ai lu l'email de Brett, j'étais une personne différente, de celle qui s'était affaissée à ce dîner de famille, des semaines plus tôt, doutant même d'avoir sa place à la table. Le silence, la retraite, la trahison. Tout cela avait agi comme un four, me durcissant en quelque chose de plus tranchant, de plus froid peut-être, mais aussi de plus concentré, de plus clair. Je n'ai pas répondu à Brett. Pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 semaines suivantes, à faire ce que j'avais toujours fait de mieux, construire. Mais cette fois, je ne construisais pas seulement des produits.
Je construisais un moyen de pression. J'ai engagé une nouvelle équipe juridique. Un cabinet brutal, connu pour ses guerres en matière de propriété intellectuelle. Pas les types vers qui on se tourne, pour des contrats ou des questions de conformité. Ce genre de personnes qui buvaient leur café, dans des tasses. J'ai attaqué Google, et qui souriaient lors des dépositions, comme s'il s'agissait d'un premier rendez-vous galant. Je leur ai tout donné. L'historique des versions des emails, les journaux d'accès, les captures d'écran de nos dossiers familiaux partagés, les validations de codes horodatés, et même cette photo de Brett, devant mon tableau blanc. L'avocate principale, Maya, a tout examiné, et a dit « Oh, on le tient ». Dans le même temps, j'ai appelé un de mes amis, Victor, qui dirigeait une agence de relations publiques de premier plan, pour les fondateurs d'entreprises technologiques renommées. Il n'était pas donné, mais il était discret. Nous avons élaboré un plan, une histoire, qui circulerait discrètement via les bons canaux, atterrirait dans les bonnes boîtes de réception, et arriverait sur les bureaux des mêmes personnes, que Brett essayait d'impressionner. Le gros titre, un cousin inconnu, tente de cloner la start-up d'un PDG de la tech et se fait démasquer. L'article n'était pas encore publié, mais il était prêt. Et je n'avais pas terminé. Mon entreprise, que j'avais gardée petite et privée jusqu'à présent, était enfin prête à se développer. Nous avions freiné la croissance, parce que je ne voulais pas perdre le contrôle. Mais maintenant j'avais une raison de voir grand. J'ai finalisé un nouvel accord de série C, avec un groupe de capital risque, spécialisé dans l'expansion agressive. En l'espace de 2 mois, nous avons ouvert 2 nouveaux bureaux satellites, triplé l'équipe d'ingénieurs, et lancé notre produit dans 3 grandes villes. Les revenus ont explosé. La presse s'est emparée de l'histoire. Des influenceurs du secteur technologique ont commencé à citer notre nom dans des podcasts et des newsletters. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un sommet majeur sur l'innovation, à Los Angeles. Une conférence à laquelle Brett n'aurait jamais été qualifié pour assister, et encore moins pour y tenir l'affiche. Soudain, je n'étais plus ce type avec l'appartement. J'étais Adam Cross, fondateur de COA, étoile montante de l'IA logistique et des données prédictives. Et les gens l'ont remarqué. Y compris ma famille. Rachel a été la première à me contacter. Elle a envoyé un message dégoulinant de fausse chaleur, et, l'étranger. Je voulais juste dire à quel point nous sommes fiers de toi. La prochaine fois que tu es en ville, allons bruncher. Je n'ai pas répondu. Ma mère a laissé un message vocal, disant qu'elle avait toujours cru en moi, ce qui était savoureux, vu qu'elle m'appelait 2 fois par mois, pour me demander si j'avais laissé tomber cette histoire d'application. Même mon père m'a contacté, maladroit, hésitant. Il a demandé si j'avais besoin d'aide pour gérer toute cette nouvelle attention. Il a dit qu'il avait des contacts. J'ai souri en l'entendant. Il voulait dire Doug. Comme si j'allais prendre des conseils de l'homme, qui s'était moqué de moi, parce que je vivais dans une boîte avec un routeur. Doug, pour sa part, est resté silencieux. Mais je pouvais sentir sa présence, comme une ombre à la lisière du feu, observant, attendant. J'ai demandé à mon équipe d'établir discrètement un rapport de renseignements commerciaux sur la fausse start-up de Brett. Elle n'avait pas réussi à percer. Après que la première vague d'intérêt des investisseurs se soit estompée, la marque est devenue silencieuse. Pas de mise à jour, pas d'embauche, rien. Il a essayé de la relancer sous un nouveau nom. Mais le problème, quand on copie la vision de quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'en comprend pas le pourquoi. On se contente d'imiter le quoi. Et maintenant que mon équipe juridique veillait au grain, il ne pouvait plus faire un mouvement, sans risquer un procès. Je détenais le pouvoir maintenant, et je n'avais même pas à le flaunter. C'était la meilleure partie. Un jour, alors que j'étais assis dans les loges du sommet de Los Angeles, ajustant le boîtier micro à mon col, j'ai reçu un message de Claire. Juste 3 mots. Tu avais raison. Aucune explication, aucun suivi, mais je savais ce que cela signifiait. Brett avait implosé. Peut-être que la pression avait eu raison de lui. Peut-être qu'il avait essayé de tisser un mensonge, qu'elle avait percé à jour. Peut-être qu'elle avait de nouveau cherché mon nom sur Google, et qu'elle avait vu ce qu'il essayait de cacher. Peu importe. Je l'ai laissé en lu. Après mon discours, 30 minutes sur l'IA éthique et les systèmes efficients, j'ai eu droit à une ovation debout. Quelques partenaires de fonds de capital risque sont venus me voir ensuite pour demander des rendez-vous. J'ai souri, serré des mains, pris des notes. Et en quittant le lieu,
en montant dans la voiture noire que mon chauffeur avait fait patienter, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas pensé à l'appartement depuis des semaines. Je n'avais pas pensé à la vieille cuisine exiguë, où je faisais brûler mes tartines en déboguant du code. Ou au mur fin comme du papier, qui me laissait entendre chaque conversation, que mon voisin du dessus avait avec son chat. Mais cet endroit m'avait forgé, tout comme les moqueries m'avaient rendu plus affûté, tout comme la trahison m'avait rendu plus froid. Et maintenant, j'étais prêt. Parce que Brett avait tenté un coup, et je l'avais laissé croire que je faisais un pas en arrière. Mais je ne battais pas en retraite. Je visais. Et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le sommet a marqué bien plus qu'une simple étape dans l'ascension de mon entreprise. Il a marqué un tournant dans ma façon d'évoluer dans le monde. Je ne jouais plus sur la défensive, je ne réagissais plus. Je calculais. Et pour la première fois de ma vie, j'avais de la portée. C'est ça le truc avec le succès. Quand vous êtes tout en bas, personne ne répond à vos emails. Mais quand votre nom commence à apparaître dans WeRed ou TechCrunch, les gardiens s'en souviennent soudainement. Les portes qui se claquaient autrefois devant vous, avant même que vous n'ayez toqué, s'ouvrent toutes grandes, avec le sourire. Et c'est là que le véritable piège a commencé à se mettre en place. Tout a commencé par une réunion. J'avais été invité à un dîner privé d'investisseurs, à San Francisco. Un petit événement aux enjeux très élevés, uniquement sur invitation. Une petite affaire discrète, organisée par un groupe spécialisé dans le sauvetage de start-up en difficulté, mais ayant du potentiel. Il se faisait appeler accélérateur, mais c'était plutôt un Shark Tank avec des serviettes en lin. Tous les gens dans cette pièce avaient construit, brisé ou racheté des entreprises. Et au bout de la table, sirotant un verre de Pinot, comme s'il était à sa place, se trouvait Victor Crane, un associé directeur chez Albert Capital. Je ne savais pas grand-chose de Victor, quand j'ai entendu parler de lui pour la première fois, mais l'un de mes analystes l'avait signalé des semaines plus tôt, lors de notre examen interne de la piste des investisseurs de Brett. Victor avait été mis en copie conforme, CC, de l'un des premiers emails de prospection de Brett. Les mêmes emails qui essayaient de vendre mon produit. À l'époque, Brett ne savait pas ce qu'il faisait. Il pensait pouvoir vendre un pitch, et espérait que personne ne creuserait trop. Mais maintenant que j'étais assis en face de Victor, je savais que l'homme était plus intelligent que ça. Je lui ai donc demandé, de manière désinvolte, qu'est-il arrivé, à cette présentation dialogistique, que vous avez reçue il y a quelques mois. Celle de... Comment s'appelait-elle déjà? Sparitech? Victor a cligné des yeux, lentement et délibérément. Vous êtes au courant pour ça? J'ai hoché la tête. Disons simplement que je suis familier avec le matériel source. Il m'a observé un instant, puis a esquissé un sourire narquois. Ça n'a mené nulle part. Ça sonnait creux. Comme si quelqu'un avait volé un plan, sans en avoir lu le manuel. Nous savions tous les deux exactement ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas insisté. Je n'en avais pas besoin, car à ce moment-là, j'ai vu le plan prendre forme. Ces gens-là n'aimaient pas les copieurs. Ils ne finançaient pas les imposteurs. Mais ils appréciaient assister à un démantèlement bien exécuté, surtout si cela protégeait leur propre réputation. Victor s'est penché en avant. Vous cherchez à vous développer, a-t-il demandé. Peut-être, ai-je répondu. Si le moment est opportun. Et si nous vous aidions? J'ai fait une pause, feignant la réflexion. Ça dépend de ce que vous voulez en retour. Il a souri. Juste une place à la table, et peut-être une belle histoire à suivre. Ce soir-là, de retour dans la suite de mon hôtel, j'ai ouvert une ligne sécurisée avec Maya, mon avocate. Je pense qu'il est temps, lui ai-je dit. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle n'attendait que ça. Nous avons lancé une enquête silencieuse. Rien d'officiel, pas encore. Juste assez, pour tracer où la fausse start-up de Brett avait été constituée, quel compte était rattaché aux déclarations, et plus important encore, où l'argent était allé. Et c'est là que j'ai appris quelque chose, qui m'a retourné l'estomac. Il avait contracté un prêt personnel, soutenu par un co-signataire de la famille, mon père. Apparemment, Brett était allé le voir des semaines après ce dîner, et avait inventé une histoire, selon laquelle je l'avais invité à collaborer, et lui laisser prendre la tête d'une nouvelle division. Il avait dit que c'était un projet la famille avant tout,
qu'il ne voulait pas m'accabler avec tout le travail, donc qu'il s'occuperait du pitch, et que j'étais trop occupé avec l'entreprise principale, pour gérer une autre branche. Et mon père, toujours désespéré de faire partie de quelque chose d'important, l'avait cru. Il a co-signé un prêt de 300 000 €. Le nom de Doug figurait également sur les papiers. Ils avaient réuni un petit triangle d'investissement familial, tout cela dans l'illusion qu'ils allaient enfin tirer profit du succès d'Adam. Brett avait promis des parts, avait promis qu'il serait remboursé au quintuple. Mais l'argent, il avait disparu. Il en avait dépensé la majeure partie pour l'image de marque, des consultants, des mentions rémunérées, la location d'un espace de bureau dans un WeWork qu'il utilisait à peine, et bien sûr, la marque de bien-être de Claire, qu'il essayait de lancer, en parallèle de sa start-up. En tant que projet de synergie. Ce n'était que de la fumée, et l'incendie était sur le point de se déclarer. Maya et moi nous sommes assis avec le responsable de la conformité interne, de l'un des plus grands salons dédiés aux startups du pays, le même salon où Brett avait soumis la candidature de Sparitech pour faire une présentation. Elle a sorti le dossier d'inscription, et a froncé les sourcils. Il a falsifié ça, a-t-elle dit, en pointant du doigt les références de brevets listés. Ceci n'existe même pas. C'était suffisant pour déclencher une disqualification discrète. Ils n'ont pas fait d'esclandre. Ils ont simplement rayé son nom, de la liste des intervenants. Pas d'appel, pas d'avertissement. Et ce n'était que le début. Parce que Victor n'était plus seulement curieux, maintenant. Il était intéressé. Il m'a fait entrer dans son cercle, m'a présenté à un réseau de fondateurs, d'analystes et de conseillers stratégiques, spécialisés dans la consolidation. Ceux-là même qui prenaient des petites entreprises mal gérées, avec des idées volées, et les démantelaient légalement, avant qu'elles ne puissent causer de réels dommages au marché. Et je tenais la pièce à conviction A. Mais je n'étais pas encore prêt à appuyer sur le bouton. Car une dernière pièce venait de tomber à sa place. Un email anonyme de Claire. Pas d'objet, pas de salutation, juste un paragraphe. Tu mérites de savoir. Il a utilisé tes identifiants de connexion pour accéder au dossier de ton drive. Je l'ai regardé faire après le dîner. Il a dit que tu ne le remarquerais jamais. Je suis désolé. Elle a inclus une capture d'écran de l'ordinateur portable de Brett, ouvert sur mon dossier Drive, avec la barre de métadonnées clairement visible. C'était ça. Le clou final. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran. J'avais le mobile. J'avais la preuve. J'avais les alliés. Et maintenant, j'avais la permission. La vengeance n'était plus un acte de rébellion. C'était une opération. Et chaque mouvement que je ferais ensuite, serait délibéré, légal, et dévastateur. Brett pensait que j'étais devenu silencieux, mais ce silence, c'était le bruit que je faisais, en chargeant la première salve. J'ai attendu le rassemblement estival annuel de la famille Cross, pour exécuter le premier mouvement. C'était la tradition. Chaque mois de juillet, la famille élargie se réunissait à la maison du lac de mes parents, pour un long week-end de coups de soleil, de barbecue et de jugements passifs-agressifs. Je n'y étais pas allé les 2 dernières années. Trop occupé, trop fatigué, trop réticent à jouer le rôle du gars de la tech en difficulté, en short cargo, pendant que Brett faisait sauter les bouchons de champagne, comme un influenceur de bas étage. Mais cette année, j'ai répondu présent. Et j'ai amené des invités. Et pas n'importe qui. Mon nouveau vice-président des opérations, Danny, et notre avocate principale, Maya. Tous deux affûtés, posés, et parfaitement capables, de gérer l'aspect commercial des choses. Mais plus important encore, ils avaient l'allure de l'emploi. Danny s'est garé dans un SUV électrique élégant, sortant avec des lunettes de soleil, et une aura d'autorité tranquille. Maya portait un blazer en lin impeccable, sa montre en or brillant lorsqu'elle serrait des mains. Je n'ai pas eu besoin de dire qui ils étaient. Les gens l'ont deviné d'eux-mêmes. Rachel a fait une double prise quand elle m'a vu. « Tu es venu ?» ?»« Bien sûr, ai-je répondu en souriant. La famille. La maison du lac n'avait pas changé. Les mêmes chaises longues grinçantes, le même bateau moche, dont papa refusait de se débarrasser. Mais l'énergie, elle, avait changé. Dès l'instant où je suis entré, les gens se sont déplacés différemment, plus prudents, plus curieux. Les murmures ont commencé presque immédiatement. L'oncle Doug m'a accueilli avec un signe de tête rigide, et un petit rire sans enthousiasme. On m'a dit que tu étais occupé,
le citadin. J'ai souri. Oui, j'avais un petit projet sur lequel je travaillais. Il n'a rien ajouté. Et puis, Brett est apparu, portant un polo de golf 3 tailles trop petit. Un faux sourire s'étirait sur son visage. Claire n'était nulle part en vue. Adam, a-t-il dit, en essayant de paraître décontracté. Ça faisait longtemps, mec. Je lui ai serré la main fermement. Ça fait un bail, oui. Comment va la start-up? Il a vacillé. Bien, bien. Tu sais, c'est encore le début. On en est encore à jeter les bases. J'ai hoché la tête. C'est drôle, j'entends dire le contraire. Avant qu'il ne puisse demander ce que je voulais dire, Maya s'est avancée. Monsieur Cross, a-t-il dit, en me tendant un fin dossier. Voici les documents que vous avez demandés. Tous les dépôts sont terminés, et les lettres ont été envoyées. Merci, ai-je dit, ouvrant le dossier juste assez pour que Brett puisse voir le logo en haut. SOS Legal Counsel. Il a blêmi. Je pouvais le voir recoller les morceaux. Le nom, le timing, la femme. Je lui ai lancé un regard si neutre, que ça en était presque cruel. C'est peut-être le bon moment, pour mettre tes papiers en ordre. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ce soir-là, après le barbecue et les discussions maladroites, j'ai convoqué une réunion sur la terrasse. Tout le monde était là. Maman, papa, Doug, Rachel, quelques cousins. Brett était assis sur le côté, les bras croisés. Je voulais clarifier quelque chose, ai-je commencé, en me tenant près de la balustrade. Il y a eu de la confusion dernièrement, sur ce que je fais, sur les personnes avec qui je travaille, et sur qui est autorisé, à revendiquer une implication dans mon entreprise. Rachel s'est moquée. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça, une conférence TED? Je l'ai ignoré. Maya a distribué des copies de la lettre de mise en demeure. 8 pages soigneusement agrafées, chacune avec une note de couverture adressée à Brett Cross. Doug a feuilleté la sienne, avec une panique montante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avis légal, a déclaré Maya calmement, documentant de multiples cas de vol de propriété intellectuelle, de fausses déclarations, et de prospection frauduleuse d'investisseurs. Vous trouverez les pièces justificatives correspondantes en annexe. Mon père avait l'air stupéfait. Attends, Brett, tu as pris son. Brett s'est levé d'un bond. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien volé. J'ai juste emprunté le format. C'est un modèle. Tout le monde utilise des modèles. Je me suis avancé. Tu as utilisé mes mots, mon code, mes diagrammes. Tu as même falsifié une lettre de fondateur, avec l'histoire de ma vie dedans. Tu as accédé à mes fichiers via mon propre compte Drive, sans permission. Ce n'est pas un modèle. C'est un vol. Doug s'est levé à son tour, le visage rouge. Et alors? Tu vas poursuivre ton propre cousin en justice? Transformer ça en une sorte de spectacle public? Maya a répondu avant moi. Cela dépend de Brett. Il peut régler ça à l'amiable, renoncer à tous les droits sur le nom de son entreprise, publier un démenti public, et rembourser le prêt en cours. Ou bien nous entamons une procédure judiciaire. Et nous gagnerons. Mais j'ai co-signé ce prêt, a dit mon père doucement. Je suis engagé. Je me suis tourné vers lui lentement. Oui, tu le es. Le silence qui a suivi était lourd. Il a enveloppé la terrasse comme du brouillard. Doug a explosé. Espèce de petit serpent. Tu as planifié ça. J'ai soutenu son regard foudroyant. Non, c'est Brett qui a planifié ça. J'ai juste répondu. Brett a essayé à nouveau. Adam, s'il te plaît. Nous sommes une famille. J'ai fait une erreur. D'accord. J'ai paniqué. Je ne pensais pas que tu allais vraiment. Ce que je te demande, ai-je coupé. Te tenir pour responsable. Et pourquoi pas? Tu comptais sur le fait que je ne le ferais pas, que je ferais profil bas comme je l'ai toujours fait, que je garderais le silence, et que je te laisserais t'attribuer le mérite, de ce que j'ai construit. Il s'est tu. Claire n'était plus là pour le défendre. Et personne d'autre n'est intervenu. C'était la beauté de la chose. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je leur ai juste montré, qui j'étais devenu.
Ce week-end s'est terminé, avec la remise par Maya d'un accord signé. Brett a cédé dans les 48 heures. Son entreprise a été officiellement dissoute. Le nom de domaine a été supprimé, et ses réseaux sociaux ont été effacés. Une lettre de rétractation a été publiée sur LinkedIn, où il admettait des faux pas et des malentendus, tout en se retirant gracieusement de son rôle, dans l'industrie. Il avait l'air noble, mais tout le monde savait, ce qui s'était passé. De retour en ville, Victor m'a félicité, pour l'exécution élégante. Il m'a dit que c'était l'un des démantèlements les plus propres, qu'il avait vus depuis des années. Quant à Doug, il m'a appelé 3 semaines plus tard, la voix tremblante, me demandant si je serais prêt, à l'aider à nettoyer les retombées. Apparemment, quelques-uns de ses amis investisseurs, avaient découvert l'existence de la fausse start-up, et n'étaient pas contents. Je n'ai pas retourné l'appel, parce que je n'avais pas encore terminé. Les conséquences ne se sont pas fait sentir d'un seul coup. Elles se sont dévoilées lentement, comme une maison qui pourrit de l'intérieur. D'abord silencieusement, puis de manière indéniable. 3 semaines après la remise de la mise en demeure, et la fermeture publique de la fausse start-up de Brett, la nouvelle s'est discrètement propagée, dans les cercles d'affaires qui comptaient. Il a essayé de changer de cap, bien sûr. Il a supprimé son compte LinkedIn pendant quelques jours, puis l'a réactivé avec une biographie aseptisée, et un nouveau titre, consultant indépendant. Il a ajouté de vagues descriptions, comme innovateur technologique et penseur stratégique. Mais ça n'a pas pris. Le mot avait circulé. Les investisseurs qui l'avaient démarché, ont commencé à prendre leur distance. Quelques-uns ont posté des avertissements génériques sur Twitter, à propos des copieurs dans le domaine, et des drapeaux rouges lors des audits préalables, du diligence. Personne ne l'a nommé directement, mais il n'en avait pas besoin. Les gens de la tech parlent. Et une fois que l'on est étiqueté comme un fraudeur, il n'y a plus de retour en arrière possible. Claire était partie, elle avait déménagé, pris son chien, et effacé de ses réseaux sociaux, toute trace de leur fiançailles. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, mais quelqu'un m'a fait suivre un post Instagram, qu'elle a publié un mois plus tard. Juste une photo d'un lac, et une légende qui disait « Leçon apprise ». Ne construisez jamais votre vie sur le plan de quelqu'un d'autre. L'entreprise de construction de Doug a également pris un coup. Apparemment, l'un des investisseurs que Brett avait courtisé, était un ami personnel de Doug, qui avait envisagé de soutenir une joint venture, entre la start-up de Brett, et l'entreprise de Doug. Quand la vérité a éclaté, l'investisseur s'est retiré des 2 projets. Cette seule décision a déclenché un effet domino. En l'espace de 6 mois, Doug a dû vendre une propriété clé à perte, et l'un de ses plus anciens sous-traitants l'a laissé tomber. À Thanksgiving, le rassemblement familial a été plus calme que d'habitude. Je suis arrivé en retard, juste assez longtemps pour dire bonjour à ma mère et à mon père, puis je suis sorti pour m'asseoir sur le porche. Rachel ne m'a pas adressé la parole. Doug a complètement évité de croiser mon regard. Brett n'était pas là. J'ai demandé où il était. Mon père s'est raclé la gorge. En dehors de la ville, en visite chez les parents de Claire. Mais il n'y avait aucun mariage à l'horizon. Pas de faire-part. Juste le silence. Finalement, mon père est sorti et s'est assis à côté de moi. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons juste regardé le vent agiter les feuilles fragiles de novembre sur la pelouse. Puis il a dit doucement, je ne savais pas pour le prêt. Pour ce qu'il a fait. J'ai hoché la tête. Je sais. J'aurais dû te le demander. J'aurais dû croire en toi. Ce n'était pas des excuses, mais c'était suffisamment proche. Je me suis levé, et je lui ai donné une tape sur l'épaule. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Et moi aussi. Quand je suis retourné en ville ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifié mon calendrier, et pris une note. Au prochain trimestre, COA prévoyait de s'étendre sur 5 nouveaux marchés. Notre valorisation avait triplé depuis l'été, et nous venions d'être approuvés, pour un partenariat avec un important conglomérat technologique, que je n'avais pas encore le droit de nommer légalement. L'appartement dans lequel je vivais autrefois avait disparu. J'ai fait don de la plupart des meubles, et j'ai remis les clés au petit frère d'un ami, qui essayait de monter sa propre entreprise. Je lui ai dit de construire quelque chose qui fasse peur aux gens. Quelque chose de si audacieux, qu'il lui rirait au nez. Parce que je savais ce que cela faisait. Et je savais aussi à quel point c'était doux, quand il s'arrêtait de rire. Brett n'a plus jamais repris contact.
Pas pour s'excuser, pas pour s'expliquer, pas même pour se battre. À la fin, il n'a pas seulement perdu la start-up. Il a perdu tout ce qu'il prétendait être. Et moi, je n'ai pas seulement gagné. Je l'ai mérité. Les mêmes mains qu'ils utilisaient pour me pointer du doigt et rire, tremblent maintenant en serrant la mienne.